7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Média Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Média Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Média Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour notre dernier rendez-vous cette semaine. Et comme tous les matins, nous rendons visite à quelques rédactions qui se montrent disponibles. Taxi Média Show, aujourd'hui, c'est vendredi 19 janvier 2018. Il est, on va dire, 7h, presque 8 minutes, au Grand Marché d'Adablato. Bienvenue sur la Géniale. Bon réveil avec Taxi FM, il est 7h. Dans la prochaine minute, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 4 rédactions à visiter ce matin. Le quotidien Liberté, le bi-hebdomadaire L'Alternative, le bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation et le mensuel Social Info. À suivre aussi la chronique de notre professeur Cyr. Il sera au téléphone avec nous. Il essaiera de nettoyer quelques emplois fautifs de nos langages. Et puis la chronique sportive, ce sera avec Hugues Vignon à Tikpo dans un peu plus de 3 quarts d'heure maintenant. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Nous commençons avec le journal Togo Réveil qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère donne une confidence confidentielle de Conakry à Accra, parce que la délégation de la coalition est allée négocier. Le confrère revient sur le sujet. Vous lirez l'article dans le journal. C'est à la page 3. Et puis, on va dire insécurité, djihadisme et assassinat de 2 militaires à Sokodé. Le ministre Agadazi, très furieux contre Tikbi Atadam, Jean Kissi et Antoine Folly. Vous lirez l'article dans le journal. Graines du Togo 2018, la brasserie Bébé Lomé et Togocom accompagne Claude Leroy dans la détection des jeunes talents du football. Écrit donc le journal Togo Réveil. Vous lirez l'article donc dans le journal, bien entendu. Et nous avons au téléphone notre première rédaction, celle du quotidien Liberté, avec Médard Amétépé au téléphone avec nous. Médard, bonjour. Bonjour, Eric. Merci de nous avoir rejoint, Médard. Et ce matin, vous parlez de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et les conséquences beaucoup plus du vote du Togo à l'ONU. La BID notifie aux autorités togolaises l'arrêt des financements des projets prévus pour 2018, c'est ça? Oui, il faut dire que bien que le Togo ne soit pas un pays musulman, il est par opportunisme et membre de plusieurs organisations arabes, et comme par exemple l'organisation de la conférence islamique, aussi, ou encore la coalition islamique contre le terrorisme, formée par l'Arabie Saoudite, afin de bénéficier des financements de ces pays. Et en mai 2017, on a signé, j'avais participé au sommet arabo-américain à Riyad sur le terrorisme. Et à cette rencontre, je l'avais prôné un dialogue pour parvenir à la paix au Moyen-Orient. Et les médias d'État avaient même écrit que le Togo entretient d'excellentes relations avec à la fois avec l'Israël et avec l'autorité palestinienne, et que cet équilibre fait de notre pays un interlocuteur et écouté par les deux parties. Mais contre toute entente, le 21 décembre dernier, le Togo tourne sa veste et se range toujours par opportunisme aux côtés de Donald Trump, qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Le Togo était d'ailleurs le seul pays africain à avoir voté contre le projet de résolution sur Jérusalem à l'Assemblée
général devenu. Et la conséquence de ce vote, c'est que notre pays s'est mis à dos les pays arabes. Et dans la foulée, la Banque islamique de développement BID qui investit des centaines de millions de francs CFA dans divers projets de développement dans notre pays, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation ou encore dans les infrastructures routières. Et donc a décidé de mettre fin au financement. Et outre la BID, d'autres bailleurs arabes comme le Fonds chrétien, le Fonds Abu Dhabi ou encore la BADIA et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, qui sera menacé également de couper les fonds avec notre pays. Oui, et comme vous l'écrivez, des milliards s'envolent, d'autres bailleurs arabes menacent. On lira ce sujet à la page 3 de votre journal. Et puis, cette interview de Jean-Pierre Fabre que vous publiez ce matin, Fabre, qui fait le point sur la tournée de la coalition à Conakry et à Accra. Oui, on fait une délégation de la coalition des 14 partis a effectué en début de semaine une tournée en Guinée et au Ghana, où la délégation s'est entretenue avec les présidents des deux pays, Alpha Condé et Nana Akufo-Addo, sur la crise. Et Jean-Pierre Fabre, qui était dans la délégation, revient sur les discussions qu'ils ont eues avec les deux chefs d'État médiateurs. Et on le sait déjà, les discussions ont porté sur l'implication de la CEDEAO dans la résolution de la crise ainsi que les mesures d'apaisement à prendre pour favoriser le dialogue. Si tout va bien, devrait se tenir la semaine prochaine. Selon la proposition faite par le cas Condé. Et selon Jean-Pierre Fabre, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté à aider les Pays à sortir de la crise et il estime que les deux médiateurs méritent d'avoir le soutien de la classe politique et donc l'interview est dans le journal. Et on lira l'interview à la page 6. Et puis, cette polémique sur la mort de 2 militaires à Sokolé, indignation sélective et réquisitoire d'Agadazi contre Achadam et le PNP. Vous parlez des curiosités dans la réaction du colonel ministre DG. Oui, le ministre Agadazi est revenu cette semaine sur la mort de 2 militaires en faction à son domicile à Sokolé. Oui. Suite à l'arrestation de l'imam Alassane Mohamed, 3 mois après la fin. Le ministre en a profité pour dire tout le mal qu'il pense depuis Kadam et de son parti qu'il a taffé des djihadistes. Le refrain est en vogue au sein du pouvoir. Et contrairement à la version officielle servie dans ces événements malheureux, le ministre apprend qu'il y avait 5 militaires qui étaient de service à son domicile et que 2 ont été tués et les 3 autres blessés. Et on trouve d'abord curieux qu'un simple ministre ait à sa disposition autant de militaires payés par les contribuables qui gardent sa maison, qui est d'ailleurs inhabitée. Et ce qui est encore curieux, c'est que dans cette crise, une vingtaine de personnes a été tuée dans des civils et des militaires. Mais Agadazi ne fait offusquer que de la mort des 2 militaires, comme si la vie des civils compte peu et qu'eux ont bien mérité leur mort. Et voilà en gros le sujet que nous avons traité dans notre page. On lira tous ces sujets dans votre journal, le quotidien Liberté dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée.
Taxi FM 93.1. Nous avons aussi dans les kiosques ce matin le journal La Vérité des Peuples, le confrère qui évoque le dialogue politique au Togo. Les discussions pourront avoir lieu du 23 au 26 janvier prochain. On lira donc l'article dans le journal avec cette interrogation, bien entendu, une lueur d'espoir pour la résolution de la crise. En tout cas, c'est une interrogation, je le disais, vous lirez l'article donc dans le journal, c'est à la page 3. Et l'interview du premier secrétaire du PSDT, le référendum que moi je recommande, c'est d'aller à une 5e république, dira-t-il. C'est à lire dans le journal aussi. Et puis la manifestation politique du parti UNIR dans les 5 régions du Togo samedi dernier, une mobilisation pour soutenir la politique de Faure Gnassingbé relève ce matin le journal Vérité des Peuples. Notre seconde rédaction au téléphone avec nous, c'est celle du journal L'éveil de la Nation avec Sam Djabor. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints, Sam. Outre la question de la résolution de la crise socio-politique togolaise que vous évoquez avec la coalition qui était récemment à Conakry et à Accra, vous mettez beaucoup plus l'accent sur les mesures d'apaisement en prélude à ce dialogue. La main tendue du pouvoir bute finalement sur le radicalisme de l'opposition. Oui, Eric, vous savez que la crise que vit le Togo depuis août 2017 ne connaît pas encore son épilogue, parce que les acteurs politiques, chacun dans son coin, fait semblant d'avoir le cœur pour le dialogue, mais au fin fond, visiblement, personne n'a réellement envie d'aller dialoguer, parce que au niveau du gouvernement, il y a eu des injonctions qui ont été faites au gouvernement par le président de l'Union africaine, Alpha Condé, pour qu'on libère les détenus dans le cadre des manifestations, sont que ceux qui avaient été arrêtés, jugés et gardés en prison, condamnés et gardés en prison. Et donc, c'était au mois de novembre, le gouvernement s'était plié à cette injonction du président de l'Union africaine en libérant pas mal de détenus qui avaient été reconnus comme coupables des voies de fait sur les édifices publics et privés, des gens qui ont détruit des infrastructures, avaient été jugés et condamnés, mais le gouvernement, dans le cadre des mesures d'apaisement et de décrispation, avait décidé de libérer ces personnes pour donner une chance au dialogue qui pourra s'ouvrir. Mais après, l'opposition a continué des manifestations, il y a eu encore des arrestations qui ont continué, et aujourd'hui, il est encore question des mesures d'apaisement au niveau de la Guinée. Vous savez que l'opposition, une délégation de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition était chez Alpha Condé, et de ce qui ressort de cette tournée ou de cette visite au président guinéen, il ressort encore une litanie de mesures d'apaisement, des gens qu'il faut libérer, et ça prend en compte cette fois-ci des gens qui sont jusque-là détenus dans les prisons du Togo, dans le cadre des incendies des marchés de Lomé et de Kara, et qui ne sont pas encore jugés. Et nous sommes dit qu'au niveau du gouvernement, il y a des efforts qui sont faits, parce que il faut retenir que dans quelques jours, je suis sûr que dans quelques jours, le gouvernement va tempérer, va encore procéder à des libérations. Mais au niveau de l'opposition, il y a quoi qu'on donne en retour? Qu'est-ce que l'opposition a proposé en face des mesures d'apaisement que le gouvernement continue par dérouler, continue par déployer? Alors, moi je dis que la plupart du temps, les gens qui sont arrêtés à l'issue des marches, quand des manifestations dégénèrent, parce que souvenez-vous, il y a eu des marches qui devraient chuter au niveau de la plage, et finalement qui ont chuté à Décon, oui. Et il y a eu des courses-poursuites, là aussi il y a eu des arrestations, mais au moment où le gouvernement avait déjà prononcé des mesures d'apaisement avec la libération des manifestants qui avaient été arrêtés, si l'opposition avait organisé des manifestations dans les règles de l'art qui n'ont pas dégénéré, il n'y aura pas d'arrestation, et aujourd'hui on ne parlerait plus de militants de l'opposition arrêtés, détenus dans le cadre des manifestations. Mais au-delà de ça, l'opposition demande aussi que tous ceux qui ont été arrêtés et inculpés, bon, pas inculpés parce que le procès n'a pas eu lieu, tous ceux qui ont été arrêtés jusque-là détenus en prison, dans le cadre des incendies, puissent être libérés. Donc, à ce rythme, on verra que tous les kidnappés, tous les bandits qui ont été arrêtés dans le cadre du banditisme de grand chemin et détenus dans les prisons civiles de Lomé trouveront la libération, bien recouvreront leur liberté dans le cadre de ces mesures d'apaisement, parce que tout se passe comme si, entre-temps, l'État ne fonctionne plus. Parce que nous sommes dans un État démocratique, dans un État de droit,
Et on ne va pas profiter de ces mesures d'apaisement pour demander la libération de X ou de Y, la libération de tous ceux qui ont été reconnus comme coupables des délits de droit commun. Et aujourd'hui, il y a une liste de gens à libérer, il y a une litanie des mesures d'apaisement encore à accomplir pour pouvoir aller au dialogue. Mais nous disons que la métendue de ce pouvoir bute sur le radicalisme de l'opposition, parce que en réalité, les mesures d'apaisement ne devraient pas être à sens unique. Au niveau du gouvernement, il y a des mesures d'apaisement, mais au niveau de l'opposition aussi, on doit sentir une envie d'aller au dialogue, on doit sentir une envie d'aller à la décrispation pour donner la chance à ce dialogue. Donc c'est l'origine même, ou bien c'est l'objectif de l'article que nous avons produit ce matin dans les Veilles de la Nation numéro 500. On lira cela à la page 4, Sam Diobo, et puis votre chronique politique, hein, nos dialogues de sourds, hein, c'est ce que vous publiez ce matin. Oui, la chronique politique, depuis que l'éveil de la nation est devenu bi-hebdomadaire, nous avons une page chronique politique animée par Baudelain Lanvachon. Baudelain, c'est ce politicien que beaucoup d'acteurs connaissent, parce qu'il a fourni ses armes au niveau du quart de Maître Yaovi Agouibo déjà dans les années 90, où il était un pion incontournable, il était l'un des lieutenants sûrs de Maître Yaovi Agouibo. Et depuis un temps, il a décidé de parler, d'animer des chroniques, et il a une page dans nos colonnes où il anime une chronique. Cette fois-ci, il est question de dialogue de sourds, où il parle du 24e dialogue. Et il a dit que le problème du Togo, ce n'est pas les accords, ce n'est pas dans les accords que les acteurs signent. Les acteurs, chacun manifeste sur le bout de lèvres la volonté de signer des accords pour aller de l'avant, mais le problème fondamental des politiciens togolais, il a dit dans cette chronique, c'est un problème de cœur. Quand les gens vont à un dialogue, quand les gens acceptent de signer des accords, ça ne leur vient pas du fond du cœur. Les gens le signent parce qu'il y a la communauté nationale, il y a la communauté internationale qui nous regarde, faisons semblant de signer un truc et puis après on verra qui va appliquer ou qui ne va pas appliquer. Mais en réalité, le problème des politiciens togolais, c'est un problème de cœur, c'est des gens qui n'ont pas de cœur pour leur nation. Et donc nous avons publié cette chronique et nous invitons nos lecteurs à le découvrir. À la découvrir plutôt. Bien sûr. On lira votre chronique donc ou si vous voulez la chronique de Baudelain dans votre journal à la page 5. Vous parlez également de la crise dans le secteur de l'éducation, les vérités du ministre Bawara aux responsables syndicaux qui doivent désormais prendre leurs responsabilités, et écrivez-vous. Et puis un autre sujet, hein, Sam, c'est sur le transfert monétaire. Madame Agboka Abalo Yawavi adresse le bilan de la phase pilote et déroule les grandes innovations finalement. Oui, Madame Agboka, c'est la responsable du projet qu'on appelait transfert monétaire. Et ce projet transfert monétaire, c'est ce programme du gouvernement qui consiste à transférer à chaque famille pauvre ayant au moins un enfant âgé de 0 à 24 mois une somme de 5 000 francs par mois. Alors le projet pilote a été a connu ses premiers résultats au niveau de la région de la Caraïbe, de la région des Savanes. Et aujourd'hui, le gouvernement se dit satisfait et il y a eu des innovations qui ont été apportées à ce projet. Et au démarrage, vous savez que le projet concernait les enfants qui sont âgés de 0 à 24 mois. Mais avec les innovations, désormais, au lieu que ce soit 2 régions de notre pays qui seront couvertes, c'est les 5 régions de notre pays, les 5 régions économiques qui seront couvertes avec des stratégies ou des critères d'identification des familles pauvres, qui sont des critères assez sérieux, des critères assez crédibles pour identifier quel doit être le revenu d'une famille où il y a un enfant de 0 à 24 mois et quels sont les revenus auxquels les enfants ou bien auxquels les familles là ont affaire journalièrement. Donc c'est au regard de tout ça là que au niveau de ce qu'on appelait transfert monétaire, les fonds seront alloués à ces familles. Mais la deuxième innovation, c'est qu'au lieu que ce soit des enfants de 0 à 24 mois, pour cette fois-ci, l'âge des enfants a été porté de 25 à 59 mois. Donc de 2 ans, maintenant l'âge des enfants va évoluer jusqu'à 4 ans par là. Donc nous avons jugé important de revenir, de démontrer à nos lecteurs qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau du gouvernement pour éloigner, pour repousser sérieusement les frontières de la pauvreté, de la misère
dans les familles qui sont identifiées comme des familles vulnérables. D'accord, très bien. On lira tous ces sujets dans votre journal, le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation. Merci beaucoup, Sam Diop, pour votre disponibilité. Oui, merci Eric. Bonne émission de 11h et bonne journée à toutes et à tous. Allez, bonne journée à vous également. Le journal Le Tonnerre, qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le Tonnerre évoque le dialogue politique togolais. Enfin, la date connue, s'exclame presque le journal. L'article, c'est à découvrir à la page 3. Et cette autre réaction, celle du ministre de la fonction publique, Gilbert Bahora. La finalité demeure les réformes. On lira sa réaction à la page 4. Et puis celle aussi de la société civile avec le professeur David Dosset qui prévient, lui, les politiques contre l'échec du dialogue. Un dossier à lire dans le journal Le Tonnerre ce matin, lié donc à la pêche maritime artisanale. À bord, en attendant la délocalisation. Tout cela à lire dans le journal Le Tonnerre. Et notre troisième rédaction ce matin, c'est celle du journal L'Alternative, le bi-hebdomadaire, avec Ferdinand Haïté au téléphone. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Ferdinand. Vous parlez aussi du statut de Jérusalem et le vote du Togo à l'ONU. Et c'est l'heure des représailles, hein, Ferdinand. Oui, tout à fait. L'onde de choc de ce vote surréaliste du Togo le 21 décembre dernier à l'ONU en faveur de l'État d'Israël a commencé par faire ses effets à Lomé. Depuis quelques jours, on apprend que la Banque islamique pour le développement a transmis aux autorités togolaises une note pour suspendre tous les projets qui devraient être exécutés cette année, l'année 2018. Vous savez que le Togo est membre de la BID depuis 1998 et a bénéficié depuis ce temps de plus de 233 millions de dollars de financement. Alors, la BID est sur le point de financer deux projets en cours. On peut citer rapidement des projets comme des projets dans l'éducation, des projets dans la santé, des projets d'infrastructure. Vous savez que la BID a accordé au Togo plus de 56 milliards pour refaire la route avec Ozoanéron, avec une composante sur l'érosion côtière. Et donc, c'est quand même d'énormes financements que le Togo risque de perdre avec ce projet de la BID. Et dans le sillage de la BID, il y a d'autres fonds arabes qui risquent de suivre, notamment le fonds koweïtien qui apporte aussi de financement au Togo, le fonds saoudien et puis la BADEA. Tous ces fonds sont des fonds arabes et nous avons appris que la situation est tellement préoccupante au point que le Togo s'apprête à envoyer une délégation express à Jeddah dans la Saoudite pour essayer d'éteindre l'incendie. Donc voilà les conséquences de ce qu'on peut appeler des choix à grand feu, un choix en faveur d'Israël qui n'apporte pratiquement pas grand-chose à notre pays. Je rappelle qu'après ce vote à l'ONU, Israël avait proposé de donner à 50 États qui ont voté pour lui 50 millions de dollars. Ça fait 1 million par État. Et on ne sait pas véritablement ce que l'État d'Israël nous apporte ici. Et là, nous sommes en train nous risquons de perdre plusieurs financements, notamment des financements sur des infrastructures, des routes Sokouri-Bassa et bien d'autres routes. Et donc, voilà la situation. Et nous avons interrogé le ministre des Transports et des Infrastructures, qui est dans le département le plus concerné par ces menaces. Il était embarrassé, nous a renvoyé vers son collègue des finances et qui est resté totalement injoignable. Donc voilà en gros la situation actuelle depuis le 21 décembre. Visiblement, les pays arabes sont décidés à faire payer à notre pays cet affront qui a consisté à se ranger du côté de l'État d'Israël et de l'État américain. D'accord, très bien. Eh bien, on a compris, Ferdinand, et comme vous le disiez tout à l'heure, la BID suspend le financement de plusieurs projets.
le fonds koweïtien, le fonds saoudien vont suivre également la BDA aussi. Et cette mission de sauvetage attendue à Jeddah, on lira tous ces sujets dans votre journal, c'est à la page 3, bien sûr. Et puis, la crise politique et la question du dialogue est toujours de l'incertitude, hein, Ferdinand? Oui, c'est toujours l'incertitude. La coalition est rentrée de sa tournée auprès des deux chefs d'État, notamment le Guinéen et le Ghanéen. À Conakry, Alpha Condé a souhaité que l'échange sérieux démarre le 23 janvier prochain. Au Ghana, le médiateur a montré sa disponibilité à accompagner les doublets. Ici, à Lomé, la société civile appelle tous les acteurs à aller rapidement au dialogue. L'ambassadeur des États-Unis a réitéré la même chose. Maintenant, tout dépend de la volonté de M. Fournette. Oui, est-ce qu'il est vraiment prêt à aller au dialogue? Est-ce qu'il est prêt à faire des concessions? On ne voit rien venir et donc c'est totalement l'incertitude. On ne peut pas dire à l'heure où nous sommes que véritablement les choses, les lignes vont bouger la semaine prochaine. Donc tout dépend du bon vouloir du pouvoir et justement ce pouvoir n'est pas prêt à aller sur la route de la table de négociation parce que le pouvoir sait très bien que c'est lui qui doit faire des concessions à cette table de négociation. Donc c'est l'incertitude et le flou actuellement. D'accord, très bien. Et puis il y a cette interview également, et on va pas la commenter, hein, l'interview de Sylvain Sass sur le grand projet citoyen diaspora africaine de Sokolé. Les chantiers du centre commercial débuteront cette année. Renseignez-vous. Merci beaucoup Ferdinand Haïté. Merci Eric. Et à tout à l'heure. Oui, à bientôt. Vous écoutez Taxi FM, Taxi Média Show, Irrigat. Il y a aussi le journal Canal D qui est dans les kiosques ce matin. Canal D vers une résolution de la crise socio-politique. Après l'équilibre de la terreur, les choses se précisent pour le dialogue togolais, note notre confrère. Le journal qui évoque aussi les propos polémiques du président américain, pays de merde, au-delà de l'injure. Et si Trump avait raison, se demande notre confrère. Le journal qui parle également du développement durable pour bouter la pauvreté hors du Togo. Le SMC s'ouvre au public avec 4 activités de production commune. C'est à découvrir dans le journal Canal D. Notre quatrième rédaction ce matin, c'est le mensuel Social Info avec Marc Aboflan qui est au téléphone avec nous pour en parler, le numéro 006. Marc, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du taxi national. Alors, vous revenez d'abord sur les activités de M-Afrique en 2017. Bilan très satisfaisant. Oui, bien évidemment, un bilan très satisfaisant pour l'ONG M-Afrique, qui cette année a pu consulter près de 20 000 patients vulnérables, près de 1700 patients qui ont été opérés en milieu rural avec plusieurs sessions de formation et d'ateliers. Vous n'êtes pas sans le savoir, l'ONG M-Afrique est une ONG de référence aujourd'hui dans le pays, qui se positionne sur plusieurs axes, notamment les missions chirurgico-médicales, la formation et la recherche, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, le développement communautaire et puis la promotion de l'éducation et de la santé. Et nous constatons simplement que 2017 a été, comme plusieurs autres années d'ailleurs, une année très foisonnante au niveau de M-Afrique, qui est allée à la rencontre de beaucoup de populations, a soulagé beaucoup de personnes, a également formé notamment plusieurs différentes couches de la population sur d'abord sur la vulgarisation du code de la santé, mais il y a eu également ce projet-là que M-Afrique mène. L'idée est d'apporter l'émergence au sein de 10 villages pilotes aujourd'hui. Et donc c'est autant de projets sur lesquels nous revenons aujourd'hui et que les lecteurs pourront découvrir dans la parution du jour. Bien sûr, vous parlez de près de 20 000 patients vulnérables, consultés plus de 1700 patients vulnérables opérés avec succès en milieu rural et puis plusieurs ateliers de formation et des activités de développement communautaire. On lira tous ces sujets dans le journal Social Info dans les kiosques ce matin. Et puis, vous parlez aussi de la mise en œuvre des ODD au Togo, des efforts encore insuffisants.
Oui, bien évidemment. Vous savez, les objectifs de développement durable sont adoptés 3 ans depuis septembre de 2015 dernier. Et le Togo est un des pays pilotes dans la conduite du programme onusien. Et nous avons choisi donc dans cette parution de faire le point sur les avancées du Togo en termes de réalisation des objectifs de développement durable. Et pour faire ce travail-là, nous partons du dernier rapport présenté par le Togo au Forum politique de haut niveau, qui est l'organe suprême en termes sur les questions d'ODD au niveau des Nations Unies. Et justement, sur cette revue-là que le Togo a présenté, Togo a présenté une revue sur 7 objectifs précis. L'objectif numéro 1, qui concerne l'éradication de la pauvreté. L'objectif numéro 2, qui concerne la lutte contre la faim. L'objectif numéro 3, qui est relatif à l'accès aux soins de santé. L'objectif numéro 5, qui est relatif à l'égalité entre les sexes. Mais également l'objectif 9, qui concerne bâtir une infrastructure résiliente et encourager l'innovation. L'objectif 14, conserver et exploiter durablement les océans, mais également le dernier objectif, objectif 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Globalement, sur ces 7 objectifs sur lesquels le Togo a présenté une revue, on constate à la lecture en tout cas du rapport qu'il y a des efforts qui sont faits, des efforts qualitatifs. Les statistiques comparatives montrent qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais comme on le souligne, ces efforts ne sont toujours pas suffisants. Il n'y a pas lieu de dormir une seule laurier, mais de travailler à atteindre les différents indicateurs mis dans les objectifs de développement durable. Très bien, très bien. Écoutez, on lira l'article avec intérêt dans votre journal Social Info, et puis vous revenez sur la série de lancements et d'inauguration des projets sociaux par le chef de l'État. Alors, Marc, que pensent les Togolais de ces inaugurations du chef de l'État? Oui, vous savez, depuis un certain temps, déjà, le chef de l'État sur le terrain, c'était un peu l'objet de notre dernière parution. Ça a une série d'inaugurations, que ce soit des centrales solaires, que ce soit de l'hydraulique villageoise et tout. Le chef de l'État est sur le terrain, va à la rencontre des populations, en profite pour inaugurer quelques ouvrages que son gouvernement a fait construire. Et la question qui est opportune pour nous aujourd'hui, c'est de savoir par rapport au timing politique, vous savez, les différents événements politiques, si ces parties du chef de l'État sont juste de l'opportunisme politique, ou c'est véritablement une question de réalisme, besoin pour le dirigeant qu'il est d'aller à la rencontre des populations. Et pour répondre à cette question, nous avons fait un micro-trottoir des Togolais de différents niveaux, de différents horizons, ont donné leur avis sur ce qu'ils pensent de ces différentes inaugurations du chef de l'État, qui a à lire à la page 6 de la parution du jour. Très bien, on lira tous ces sujets, les 3 donc, que nous avons évoqués dans votre journal, le mensuel Social Info. Merci beaucoup à Marc Aboflon. Merci Eric, et merci à toute la rédaction de Taxi FM. Taxi Média Show, 7h-8h. Merci Marc Aboflon. Francis n'a pas voulu que je remercie Marc. Alors on va juste rappeler les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez le quotidien Liberté, il y a l'hebdomadaire Togo Réveil, l'hebdomadaire Vérité des Peuples, le bi-hebdomadaire L'Alternative, le bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation, l'hebdomadaire Le Tonnerre, il y a le mensuel Social Info, on venait de le dire, et puis il y l'hebdomadaire Canal D. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur visiter les sites internet, en commençant bien entendu par le site de la radio, taxifm.com. Depuis plus de 2 ans, ils sont des milliers à poster leurs histoires sur la page Facebook. Ils arrivent de partout, certains déçus et frustrés, d'autres préoccupés et en proie au doute. Mais une chose les identifie tous, ils repartent toujours avec des solutions, heureux et beaucoup plus sûrs d'eux-mêmes. Les témoignages en disent long. Eux, ce sont les Intimanatois et Intimanatoises, c'est-à-dire vous. Bienvenue dans Intimanite saison 3 sur Taxi FM avec Diane, la thérapeute de vos cœurs. Bonjour Diane. Bonjour Alain. Alors, c'est quoi la fiche Intimanite
Intima Night de cette 3e saison? Eh bien, tapis rouge, correspondance, trucs et astuces, amoureusement votre, parfum de femme, intime appel, tout y est en tout cas, avec bien sûr de petites surprises qu'on ne dévoile pas encore. Cool. Alors rendez-vous tous les vendredis de 21h à 22h45 sur Taxi FM. Oui, à vendredi. Intima Night, la nuit de vos confessions les plus intimes. C'est déjà la rentrée avec la reprise des championnats européens. La France, Ligue 1. L'Angleterre, la Première Ligue. L'Espagne, la Liga. L'Italie, le Calcio. Et l'Allemagne, la Bundesliga. Et déjà la reprise du foot européen sur Taxi FM, le rendez-vous des footeux et des amateurs du foot Europe. Régalez-vous avec le décryptage des actions de Neymar au PSG. Neymar. Lukaku à Manchester. Cristiano Ronaldo au Real de Madrid et bien d'autres. Tous les vendredis de 20h à 21h avec Hugues Nuatikpo et ses consultants. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. 7h, presque 44 minutes sur la radio. Merci de nous écouter. Nous avons rendez-vous avec notre professeur. Taxi Media Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. La clause Molière avec le professeur qui est au téléphone avec nous. Professeur Cyr, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État, et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoint, professeur, et nous vous écoutons justement. Alors, cette phrase, d'aucuns s'imaginent que Faure va quitter le pouvoir. D'aucuns qui s'imaginent que Faure va quitter le pouvoir se trompent. C'est le candidat désigné de l'UNIR. Il a plus d'expertise que ses critiqueurs. D'aucuns qui s'imaginent que Faure va quitter le pouvoir se trompent. C'est le candidat désigné de l'UNIR. Il a plus d'expertise que ses critiques. Et je signale tout de suite que d'aucuns ici est écrit au singulier. Bon. Je rappelle que le pronom d'aucun est toujours au pluriel et commande donc le pluriel des verbes et non pas le singulier, comme je l'ai vu dans cette phrase fautive. Et d'aucun signifie certains, quelques-uns, plusieurs et désigne des personnes, bien entendu. Rarement des objets et s'emploie aussi bien dans une phrase négative que positive, contrairement au déterminant aucun qui lui est au singulier, bien entendu, et n'est employé que dans une phrase négative. Ensuite, le nom expertise, comme il me semble en avoir déjà parlé, désigne l'examen fait par un expert de tel ou tel, dans tel ou tel domaine, de telle ou telle situation, de tel ou tel cas, n'est-ce pas? Il ne doit en aucun cas être employé avec le sens de expérience. Sens, évidemment, qui n'a plus, je l'avais dit, depuis le Moyen-Âge. Il ne doit pas non plus être utilisé en lieu et place de termes comme compétence ou savoir-faire. Ainsi, ne dit-on pas que quelqu'un a de l'expertise, comme on l'entend malheureusement très souvent, on l'entend très souvent ici, cette personne, cette personnalité a de l'expertise, tout ça c'est faux, mais on dit qu'il a de l'expérience ou du savoir-faire. Notons aussi qu'on ne dit pas non plus une expertise acquise, mais une expérience acquise. Voici donc la formulation correcte de la phrase. D'aucuns, au pluriel bien entendu, qui s'imagine que Faure va quitter le pouvoir se trompe. C'est le candidat désigné d'UNIR, pas de l'UNIR. D'UNIR, j'entends souvent de l'UNIR, c'est faux, hein, d'UNIR. Il a plus d'expérience que ceux qui le critiquent, et non pas ses critiqueurs. Cette autre phrase. Cet homme n'a pas l'habitude de prendre la parole. Cet homme n'a pas l'habitude de prendre la parole. Mais quand il doit la prendre, il devient prolifique.
Quand il doit l'apprendre, il devient prolifique. Bon, l'adjectif prolifique, étymologiquement, en latin, veut dire lignée, descendance, faire, prole et facer, n'est-ce pas? Par conséquent, il est prolifique, une espèce qui se reproduit beaucoup et rapidement. Hein, et par extension, il peut aussi qualifier un artiste, un créateur, un écrivain, tout ce que vous voulez, par exemple, dont l'œuvre est particulièrement abondante, n'est-ce pas? Ce qui, vous l'aurez compris, à travers ces remarques, n'a rien à voir avec quelqu'un qui parle beaucoup, n'est-ce pas? Hein? C'était le terme prolixe qu'il aurait fallu en lieu et place de prolifique. En effet, ce sont deux adjectifs qui sont proches par la forme, mais différents et très éloignés par le sens. L'adjectif prolixe, lui, est emprunté du latin, est emprunté au latin prolixus, qui signifie allonger, qui est un dérivé de liti. Liti signifie s'écouler, fondre. Et donc, prolixe, celui qui, dans ses paroles, est abondant, parle beaucoup, et souvent trop long dans ses prises de parole, voire parfois verbeux, s'il n'a pas une certaine maîtrise de la langue. On se gardera donc de ne pas confondre les deux adjectifs. Voici la formulation correcte de la phrase. Cet homme n'a pas l'habitude de prendre la parole, mais quand il apprend, il devient prolixe. Et notons que prolixe peut avoir une certaine connotation péjorative. Un discours prolixe, c'est-à-dire un discours creux, vide, mais long. Alors, j'en viens immédiatement à la revue de presse. Parfait. Sont donc appelés à la barre de cette revue de presse Togo Réveil et l'éveil de la nation. D'abord, Togo Réveil. La brasserie Bébé Lomé et Togocom accompagnent Claude Roy dans la détection des jeunes talents du football. Bon, j'en avais parlé au mois de décembre de l'année passée, il me semble. Il s'agit là d'un anglicisme, et cet anglicisme est naturel au football. Pourquoi? Parce que le football, vous qui êtes un passionné du football, ce qui n'est pas mon cas, hein, le football est une invention anglaise. Bien sûr. Et l'on comprend absolument normalement qu'il y ait des mots anglais dans le jargon du football. Mais en français, les termes repérage et découverte, c'est-à-dire le fait de découvrir des jeunes talents, est à préférer au terme de détection qui, lui, prend un autre sens. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Bon. Alors maintenant, dans l'éveil de la nation, la coalition de l'opposition tourne en rond et risque d'être enfermée par son propre piège. La coalition, ce matin c'est difficile. La coalition de l'opposition tourne en rond et risque d'être enfermée par son propre piège. C'était la proposition qu'il fallait employer ici au lieu de par. Donc on dira, la coalition de l'opposition tourne en rond et risque d'être enfermée dans son propre piège. Alors, il y a quelque chose d'autre, toujours dans l'éveil de la nation. Madame Aboka Abalo Yawabi dresse le bilan de la phase pilote et déroule les grandes innovations. Bon, j'en avais aussi parlé déjà. Déroule est ici d'un emploi fautif. On ne déroule pas un programme, on ne déroule pas de grandes innovations, on les présente, on présente un programme, n'est-ce pas? Et donc voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Très bien, professeur, c'est noté, on fera plus attention les prochaines fois. Merci quand même pour votre disponibilité à être avec nous tous les matins presque. Hein. Je vous en prie, bon début de week-end à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Merci beaucoup et à bientôt, bonne journée. Merci, au revoir. Taxi Média Show, la chronique des sports. Alors, il sonne 7h54 sur la radio avec Hugues Vignon-Atipo. Bonjour Hugues. Bonjour Eric. Et on va commencer par le classement mondial FIFA publié hier. Le Togo qui perd 5 places au classement. La Tunisie détrône le Sénégal. Et dans le monde, l'Allemagne reste au sommet.
Oui, tout à fait. Ce classement, c'est désormais une tradition pour la Fédération internationale de football, l'association qui a encore procédé hier jeudi à la mise à jour donc, de son classement mensuel des nations. Et ce qu'on peut retenir, Eric Gator, c'est que le Togo, qui a perdu 5 places dans ce classement, c'est un peu lourd pour les éperviers du Togo. Mais sur le continent, on notera que la Tunisie a ravi la première place au Sénégal, tandis que l'Allemagne est restée au top dans le monde. Alors, les Aigles de Carthage de la Tunisie récoltent ainsi les fruits de leur qualification pour la Coupe du Monde 2018. Ils sont 23e au classement mondial, mais première nation sur le continent. Derrière les Lions de la Teranga du Sénégal, on retrouve l'Égypte, 3e sur le continent africain, le Maroc 4e, la RDC 5e, qui complète donc le top 5. 5e équipe africaine qualifiée pour la Russie. Le Nigeria est 9e sur le plan africain devant l'Algérie qui clôture le top 10. Dans le monde, on notera que l'Allemagne reste au sommet d'un top 10 qui est inchangé, tandis que l'Islande 20e gagne 2 places. L'Islande est la seule équipe à entrer dans le top 20 au détriment des Pays de Galles, relégués à la 21e place. Si la Croatie 15e gagne plus de 2 places dans ce classement, les mouvements plus notables se trouvent un peu plus loin dans la hiérarchie. Alors on va récapituler. Au top 10 africains, nous avons la Tunisie, le Sénégal, l'Égypte, le Maroc, la RD Congo, le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria et l'Algérie. Dans le top 10 mondial, nous avons l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, la Belgique, l'Espagne, la Pologne, la Suisse, la France et le Chili. Très bien. Retour au Togo avec la 13e journée du championnat national de football de première division qui est au programme ce week-end. De belles affiches sont au programme encore ce week-end pour le compte de cette 13e journée et on suivra avec beaucoup d'attention le grand duel au stade de Kpalimé entre Gomido et Semassi de Sokoré. Un grand duel en haut du classement. C'est un choc qui promet véritablement du spectacle. Semassi, qui a chuté mercredi dernier à domicile face à Koroki, n'aura plus droit à l'erreur. Alors, le duel intéressant va mettre aux prises ce dimanche au stade municipal de Lomé, à Gaza, à Dito. Alors, autant d'un bon match nul salvateur mercredi à Kara devant la SCK, 2 buts partout. Les Verts de Tocoin doivent confirmer à domicile, mais attention, l'adversaire est un ogre. Il s'agit du dynamique togolais Dito qui affiche une très belle santé ces derniers moments. Atchevier, espoir de la localité, accueille Maranatha de Fiokpo. Maranatha qui semble avoir repris du poil de la bête. Ces 2 dernières journées en témoignent. Ces victoires engrangées à domicile. Duel attendu à Notien entre Ange de la localité et l'Est Togoport de Lomé. Le club portugais qui prépare la Coupe africaine, la Ligue africaine des champions et qui a disputé un match amical mercredi dernier à Parakou devant les Buffles, défaite des Portugais 2-1. L'Est Togoport qui va retrouver donc le train-train quotidien du championnat et l'Est Togoport qui affronte Ange à Notien. Au stade de la Vie, Kotoko de la localité reçoit Bikenti de Bassa. Achamba Koroki offre son hospitalité à l'ASCK alors que l'SOTR qui connaît une ascension dans le classement se déplace à Sokoré pour y défier Unisport. Et enfin, Asco, en grande difficulté, accueille Fouadam Akara. Wadialantam a été écarté provisoirement de la tête de l'équipe, mais les affaires ne s'arrangent pas véritablement pour les jaunes et noirs de la Cosa. À noter que tous les matchs se déroulent ce dimanche sur le coup de 15h temps universel. Très bien. Et puis on parle aussi de la 2e division puisqu'on jouera la 9e journée ce week-end dans les 2 zones, zone sud et zone nord. On va d'abord commencer par le programme de la 9e journée dans la zone sud avec au stade Ablogame un duel attendu entre Asfosa et la SNPT. L'étoile filante de Lomé accueille Abou Ossé au stade de la Jeunesse Club d'Agonivé. Les Bleus du centre commercial de la capitale vont confirmer la victoire de mercredi dernier face à Ifodien. Golossou de Lac reçoit Entente de Lomé au stade d'Anero. Okiti de Badou accueille Arabia de Tablebo. Et puis, Hirondelle reçoit Ifodien.
non pas à Épée, mais au stade de Tablibo. C'est assez curieux puisque la Fédération togolaise de football indique que ce match prévu à Épée va se dérouler à Tablibo sur la demande du club Hirondelle de Couvé. Alors, Hirondelle qui choisit de jouer non plus son match à Épée, mais à Tablibo. Sûrement que Tablibo va leur porter chance. Le programme de la 9e journée dans la zone nord à présent, TAC qui reçoit Kakadl au stade municipal de Sokodé. Agoua joue Sarah FC au stade de Koussuntou. L'AS Langpen affronte l'AS Binan au stade Guérenkouka. Odalou joue Tignois à domicile au stade de Kamboli. Et puis Fukpa accueille Doumbé de Mango. Ce match se joue au stade de Sotubois. Nous allons marquer une petite pause. On se retrouve juste derrière pour la suite de la chronique sportive. Taxi FM. Taxi FM. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. On continue le sport avec Hugues Vignon-Atikpo. Nous allons maintenant parler de ce projet de sélectionneur national de football, Claude Leroy, sous le parrainage du chef de l'État. Et donc, il a lancé officiellement, mercredi dernier, son projet Graines du Togo 2018. Ah oui, ce projet permet de dénicher les jeunes talents des deux sexes sur l'ensemble du territoire national afin de disposer d'une cartographie des meilleurs jeunes footballeurs et footballeuses du Togo. Autrement dit, Claude Leroy attend donc des centaines, voire des milliers de jeunes tout au long de ces présélections. Nous écoutons Claude Leroy, il est l'initiateur du projet Graines du Togo. C'est juste tamiser, faire un maillage de tous les jeunes joueurs nés en 2002, 2003, 2004, 2005 et joueuses nées en 2000, 2001, 2002, 2003. Donc il faut bien se rappeler de ces années d'âge pour à la fin voir quels sont les centaines de meilleurs footballeurs dans ce pays des catégories d'âge après en avoir vu des milliers tout au long de cette aventure dans ce pays. Quand on entend, quand on voit les réactions d'ores et déjà alors que rien n'a commencé, on se dit qu'on va arriver, je pense, à plusieurs milliers de gamins qui vont participer aux présélections. Ça va être très dur parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Certains vont être éliminés après quelques minutes parce qu'un gamin qui n'est pas capable un petit peu de jongler et tout, bien évidemment, il ne peut pas passer tous les tests. Donc, tous les correcteurs et les juges de secteur vont avoir beaucoup de mal parce que je sais ce que c'est. Moi, la première fois que j'ai fait ça au Cameroun, le premier mercredi, c'était un mercredi, étaient arrivés des milliers d'enfants au stade Omnisport de Yaoundé et il avait fallu faire une pré-sélection terrible pour pouvoir prendre les meilleurs. C'était sa première équipe nationale minime qui était sortie en 88 de cette première sélection. Claude Leroy, il est l'initiateur du projet Graines du Togo. Alors, faut-il rappeler, ce concours va se dérouler en 3 phases. La phase préfectorale qui s'ouvre du 20 au 27 janvier et le 11 février prochain. La phase régionale qui a lieu du 25 février et du 3 au 10 mars. Et enfin, la grande finale qui est attendue le 22 avril 2018. Alors, le ministre chargé des Sports, Guy Madié Lorenzo, lui pense que cette initiative est une formidable opportunité pour les jeunes talents cachés de se dévoiler au grand jour. D'abord, la détection des jeunes et talentueux, ceux qu'on ne voit jamais, qui n'ont pas la possibilité de jouer dans un club, qui jouent dans leur village, dans leur hameau, ou qui jouent dans des clubs de leur préfecture, mais qui n'ont pas la possibilité de venir au grand jour et d'être détectés soit par des recruteurs des équipes locales ou par le sélectionneur. Cela va permettre de lever le voile et de donner ces chances à tous les jeunes talentueux et qui ont envie de faire du football déjà une passion et pourquoi pas un métier. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, Guy Madié Lorenzo, a noté que ce projet Graines du Togo a pour partenaire la brasserie Bébé avec son produit Yuki et Togo Cellulaire avec son produit Timani. Très bien. Et d'un projet à un autre, cette fois-ci, c'est la direction technique nationale qui pilote le projet Lomé FC. Nous tient donc à abriter mercredi le lancement de ce projet Lomé FC. Alors, Lomé FC qui consiste à mettre sur pied un club avec toutes les normes requises et c'est le livre intitulé La clé de la vie pour le bonheur du vivre ensemble
autour du ballon rond, œuvre de Kodjo Lanou Elicha, le directeur technique national, qui est donc l'élément enclencheur de la réalisation de ce projet. Le directeur technique national, Kodjo Lanou Elicha, que nous écoutons. Que nous avons lancé le Lomé FC à Noaché, c'est plutôt l'œuvre, la clé de la vie pour le bonheur de vivre ensemble autour du ballon rond. C'est lancé et c'est le projet Lomé FC qui est lancé et pour que nous puissions, nous aussi au Togo, être capables de dire que nous avons un vrai club avec les seniors, les juniors, les cadets, les mini et benjamins, avec des pelouses, avec un stade de compétition, ainsi de suite. Les gens nous insultent que nous sommes un pays de merde. Si nous voulons rester dans la merde, nous n'aurons pas de stade. Or, nous sommes capables de le faire. Nous avons des stratégies pour. Et le projet est déjà réussi parce que Dieu est en amont et en aval du projet. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas la poésie, c'est des actes concrets. Toutes les confessions religieuses là qui sont réunies, plus d'une quinzaine, qui se mettent ensemble pour donner qui 1000 francs, 10 000 francs, et ainsi de suite, ensemble, comme l'Empire des Termites. Il faut qu'à un moment donné, les Togolais choisissent de réussir, que tout le monde se dise Milawelo, Milawelo. Elicha Kodjo Lanou, il est le directeur technique national du Togo. Très bien. Bah, écoutez, on suivra ce projet, on verra. Ah oui, mais ça nous amènera. Oui, il y a aussi Baba Touré, qui est le représentant de la Fédération togolaise de football, qui a donc assisté à ce lancement de l'œuvre. Et il trouve que ce projet doit aider toutes les localités du Togo à développer son football à la base. On va écouter le représentant de la Fédération togolaise de football, Baba Touré. C'est la direction technique nationale qui a monté ce projet. Le directeur technique national est obligé de vulgariser cela. Bon, c'est nommé Lomé FC. Ce n'est pas que c'est Lomé seul qui va bénéficier de ce programme. Partout où on arrive, directement, le milieu aussi est censé s'organiser de façon à ce que l'on puisse avoir les moyens nécessaires. Nous avons demandé au préfet de nous donner à peu près la population. La population, c'est 250 000 personnes. Nous nous sommes dit, avec 200 000 personnes, multiplié par 1000 francs par mois, multiplié par 12, parce qu'il y a 12 mois, nous avons retrouvé 2 milliards 400. Alors, les 2 milliards 400 000 valent déjà un grand stade bien fait avec les vestiaires tout équipés. Baba Touré, il est membre du COMEX, le comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Mais écoutez, on souhaite bonne chance à tous ces projets-là. Bien sûr. Pour le bonheur du football togolais. Ouais. Très bien. Peut-être qu'on l'évoquera une autre fois. Ouais. Alors, nous allons maintenant aller sur le vieux continent pour parler du CHAN 2018 et la désillusion il y a pour la Côte d'Ivoire. Rien ne va, Eric Gato, pour la Côte d'Ivoire dans cette 5e édition du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2018. Alors, battu en ouverture par la Namibie 1-0, eh bien les éléphants ou bien les éléphantos, c'est selon, oui. Ce sont de nouveau inclinés. Ce sont les éléphants aussi, sauf qu'ils jouent au pays. Voilà, ils se sont inclinés hier soir devant la Zambie, cette fois-ci 2-0 en match comptant pour la deuxième journée de la compétition dans le groupe B. Malgré une entame de compétition, une entame de match fulgurante avec les incursions de Fonsigno qui aurait pu lui valoir un pénalty, la Côte d'Ivoire a payé le manque de sérénité de son défense en encaissant 2 buts. Les Chipolopolo, eux, enchaînent une seconde victoire synonyme de qualification pour les quarts de finale, tandis que la Côte d'Ivoire aura bien du mal à rester au Maroc. Alors en seconde rencontre, il faut noter également le beau succès de la Namibie devant l'Ouganda, 1-0. Alors programme ce vendredi, la suite de cette 5e édition du CHAN avec le retour en compétition du Nigeria, le Nigeria qui affronte la Libye. La Libye dans cette compétition aussi c'est un ordre. Libye-Nigeria à 16h30, ce sera une très belle affiche. Et puis à 19h30, le Rwanda affronte la Guinée équatoriale. Et on change de discipline. Nous allons maintenant parler de tennis avec l'apothéose du tournoi de tennis des cadets et des juniors mardi dernier à Lomé. Après 8 jours de compétition, le tournoi qualificatif pour le championnat d'Afrique de tennis a connu son apothéose au stade municipal de Lomé. On va noter que plusieurs médailles ont été remportées tant du côté des cadets que des minimes. Alors pour le Togo, Ali Poué Charles, il a compéti pour le Togo et on va l'écouter. Le jeune qui a plus ou moins défendu son tennis face à ses collègues du Nigeria, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, Ali Poué Charles, au micro d'Abdoulaye Kondo.
Franchement, c'était vraiment difficile pour nous et à la fin, on est sorti vainqueur. Et je peux dire à mon coach que l'entraînement, on doit encore doser l'entraînement, on doit encore faire l'entraînement de plus pour qu'on puisse gagner le championnat d'Afrique. Parce que là-bas aussi, c'est pas facile, c'est pas les petits joueurs qui viennent là-bas, c'est vraiment difficile aussi là-bas. Donc on doit faire l'entraînement comme on le fait. Pour match personnel, moi je suis qualifié, j'ai fait demi-finale et je pense que quand je vais arriver là-bas, je vais trouver un partenaire pour faire double avec. Beaucoup d'entraînement, ça peut aller. Ali Pochal, meilleur joueur togolais de la compétition, il est qualifié pour la phase continentale en Tunisie. On va dire que c'est un tournoi réussi du point de vue technique et organisationnel, comme le confirme le directeur du tournoi, Gaston Mandia. Le bilan est très positif en ce sens que les joueurs, nos jeunes tennisman, filles comme garçons, ont frappé à la balle et nous avons eu des records divers. Une félicitation méritée aux joueurs et joueuses togolais qui ont pu non seulement rafler des médailles et des coupes, se sont qualifiés pour les championnats d'Afrique qui se dérouleront en Afrique du Sud et en Tunisie. Nous avons 5 de nous jeunes joueurs qui sont qualifiés pour ces championnats. Face à ces qualifications pour les championnats, nous allons redoubler des entraînements, redoubler des efforts, miser sur nos moyens pour pouvoir encadrer les jeunes dans ce centre d'entraînement études que vous avez et nous allons dès maintenant lutter pour avoir les moyens pour pouvoir représenter nos 5 joueurs en Afrique du Sud et en Tunisie. Voilà, Gaston Mandia, il est le directeur du tournoi. À noter qu'à l'issue du classement général, sur les 10 équipes, le Togo est classé 3e du tournoi, mais la première place est revenue au Super Egg du Nigeria. On va en venir avec la pépérenne, le Rwandais Joseph Areruya qui a remporté hier une étape de la Tropicale Amissa Bongo. Et c'est la première victoire africaine sur la Tropicale Amissa Bongo 2018. Et c'est important de le souligner. Et c'est coup double pour le Rwandais Joseph Areruya qui s'empare du maillot jaune à l'issue donc de cette 4e étape qui s'est courue entre Ndjolé et Mizik, longue de 182,5 km. Mouya Areruya s'est montré plus fort en devançant le Biélorusse Kouskeya Ilia de Wilna Tristina et l'Allemand Roller Nkodemus. À noter que ce vendredi, c'est la 5e étape entre Oyem et Mbam, longue de 140 km. L'épreuve s'offrira un passage par le Cameroun ce vendredi. Très bien, et on finit pile. Hein? Merci beaucoup, Yves Atipo. Ce soir à 20h, on vous retrouvera pour l'actualité du football européen. Ouais. Écoutez, on sera à l'écoute de nous autres pour vous suivre et savoir ce qui se passera. C'est fait pour Alexis Sanchez, pour Manchester? C'est dans le tuyau, je pense que tout va se finaliser entre vendredi et demain samedi. Sinon, le contrat est déjà ficelé. Reste à ce que le joueur pose sa signature. Oui, on a vu aussi des maillots avec le numéro 7, numéro légendaire de... bon, ils sont deux. D'abord Eric Cantona et puis Cristiano Ronaldo. Et également Beckham. Hein? Oui, Beckham aussi, voilà, voilà. Oui, bien sûr. Donc, Cristiano va revenir à la maison. Il va falloir peut-être entre-temps arracher le numéro là. Je ne crois pas à cette info, mais on verra. Il a le mal-être. Si c'est un Catalan qui le dit, je doute. Il y a un mal-être qui l'anime. C'est un supporter du FC Barcelone qui le dit, je doute un peu. Écoutez, merci beaucoup Yves Atikpo. 20h pour le plateau du championnat européen sur Radio Taxi FM. Et c'est la fin de Taxi Média Show de ce vendredi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Juste après nous de la bonne musique, à 9h, la salle de rédaction vous retrouvera. Ce sera avec Yves Atikpo justement pour le bulletin d'information. À 9h10, Joël Roniglo pour le journal ANV. Moi, je vous retrouve à 11h avec mes confrères pour la messe de vendredi et on va se séparer sur cette belle mélodie du groupe Kassav. Le titre c'est Soyons heureux, c'est pour votre confort d'écoute. On le dédie spécialement aussi au premier des grands citoyens d'État. Allez, bonne journée. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.